bienvenue à bord du train littéraire de ce dernier jeudi du mois de décembre 2018, qui est en même temps le dernier train de l'année 2018, après cette brillante introduction du grand initiateur, je dirais, de ce train littéraire, même s'il n'aime pas qu'on le dise. En tout cas, c'est M. Konaré qui a initié les trains littéraires. Mesdames, Messieurs, pour cela, je vous prie de l'acclamer, de l'applaudir très très fort. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons donc déjà, ça a déjà commencé, nous recevons donc un auteur, Neil Verdoy, professeur certifié d'histoire-géographie. Neil enseigne depuis 2008 en éducation prioritaire, passionné par la cause des Noirs à travers le monde. Il est diplômé de 2 maîtrises en histoire et en droit public, ainsi que d'un master en didactique. Mesdames, Messieurs, pour bien l'accueillir, je vous prie de l'applaudir. Merci beaucoup. Alors ce soir, il est là comme co-auteur d'un livre noir entre peinture et histoire, co-auteur avec Grégoire Fauconnier, tout livre sorti chez les éditions Omniscience. Avec notre auteur, nous allons donc visiter le paysage pictural universel consacré justement aux Noirs d'Afrique, aux Noirs du monde entier, aux Noirs tout court. Et ce livre-là s'ouvre justement au niveau de l'avant-propos par une très grande interrogation, toute question que je voudrais poser à notre auteur lui-même présent ici ce soir. Qu'est-ce que le noir au juste? Mais bien avant, je voudrais d'abord lui donner la parole pour qu'il salue le public et qu'il nous parle de ses premières impressions à bord du train littéraire. Merci. Alors bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Donc déjà je remercie M. Konaré encore une fois pour l'introduction et pour m'avoir fait venir en Afrique. Je ne suis pas allé en 2017, ça m'avait beaucoup manqué. J'ai l'habitude d'aller au Sénégal tous les ans et là ça fait 2 ans, peut-être à cause du livre parce que je travaille pas mal dessus, que je ne m'étais pas rendu en Afrique. Donc ça me fait plaisir de revenir ici. Pour répondre à cette question, qu'est-ce donc qu'un noir? En fait on l'a mis en épigraphe du livre, c'est-à-dire tout au départ, parce que c'était une question qui a jalonné toute notre réflexion au départ. On s'est posé la question comme des historiens. On s'est dit on ne peut pas juste commencer un livre sur les Noirs sans déterminer, sans définir le sujet. On doit borner géographiquement, on doit borner historiquement, chronologiquement, mais aussi la sémantique. Et qu'est-ce donc qu'un Noir? Et alors on s'est penché sur tous les livres qui avaient dans le titre le mot noir pour voir comment eux le définissaient dans leur introduction. Et jamais j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait complètement. Il y avait l'ouvrage de Pape Diaye, qui le fait quand même très bien, mais c'est assez long, la description. Et je me suis dit, mais comment est-ce que moi, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qu'un noir? Et donc on s'est posé la question, quel choix d'œuvre on va faire? À partir de quel moment on va se dire, cette œuvre-là a un noir à l'intérieur, cette œuvre-là, non, ce n'est pas un noir. Comment on va faire pour sélectionner, en fait? Et c'est vrai que ce n'était pas évident. Et on en est arrivé à la conclusion que c'était une définition duale, elle est double. Être noir, c'est se sentir noir soi-même. Moi, je me sens noir, par exemple. Et la deuxième définition, c'est être senti, perçu par les autres comme noir. Et cette double définition nous a apporté vraiment la solution à tout ce livre. C'est-à-dire, est-ce que tu te sens noir? Est-ce que les autres te sentent noir? Si tu as l'un des deux, tu peux être noir. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette couleur, c'est une construction sociale. Le noir, qu'est-ce que c'est réellement? C'est un terme derrière lequel on l'a chargé en sens. Et aujourd'hui, c'est une construction sociale. En fonction d'où on n'est pas forcément noir. En fonction d'où on est, c'est vrai que parfois, je pouvais aller dans certaines régions du Sénégal et on pouvait me dire Toubab. Donc, je dis waouh. Et alors qu'en France, ça m'est jamais arrivé. Donc, vraiment, cette construction sociale. Et c'est ça qui nous a permis à chaque fois de choisir les œuvres. Parce que parfois, c'est vrai que par exemple, les peintres, on va commencer dans le thème du livre, mais les peintres, notamment orientalistes, avaient l'habitude de peindre des personnages qui pouvaient être arabisants ou orientaux avec une couleur un petit peu teintée. Et donc là, est-ce qu'ils sont noirs, est-ce qu'ils ne sont pas noirs? C'est vrai qu'à chaque fois, on avait ces problématiques de choix. Et donc, c'est vrai que cette double définition qu'on met directement dans le livre au départ nous a permis de faire tous ces choix. D'accord, merci. Mesdames, Messieurs, avec votre permission, je vais vous lire quelques phrases de l'avant-propos de ce livre. Qu'est-ce que Noir dans le tableau? Que fait-il là? Pourquoi a-t-il suscité l'intérêt de l'artiste? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais entendu parler? C'est ce questionnement qui est à l'origine de ces livres.
Tous ces personnages noirs rencontrés lors de nos visites de musées mettaient à mal notre vision d'une Europe où leur présence était insignifiante jusqu'au XXe siècle. Pour le plaisir, nous avons donc effectué des recherches afin d'en savoir un peu plus sur ces individus qui se sont souvent révélés être des anonymes, voire des sujets nés dans l'imaginaire des peintres. S'il n'est pas toujours évident d'appréhender leur rôle dans la peinture, leur représentation reflète bien souvent la prégnance des préjugés de couleur, voire des clichés ouvertement négrophobes. Plus rarement, des Noirs sont peints pour eux-mêmes ou pour leur destinée hors du commun. Les parcours et les talents de ces femmes et de ces hommes prouvaient une évidence aujourd'hui reconnue comme vérité scientifique. Il n'y a pas de race ni supérieure ni inférieure. Alors sur ces propos, M. Verdoy, que représente le noir aujourd'hui dans l'histoire, dans l'universel? Nous savons quand même que depuis 1865, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Nous savons aussi qu'il y a eu la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous savons aussi que, alors, un président américain fut noir finalement. Alors, le noir représente quoi dans le monde et dans l'histoire d'aujourd'hui, selon vous? Alors je pense que je peux répondre en parlant de la genèse, en parlant du début de ce livre. C'est-à-dire qu'au départ, moi en tant qu'historien, quand je parlais du noir ou quand je dis que je travaille sur les noirs, on me dit voilà c'est une perception, tu travailles sur l'esclavage, sur la colonisation, sur l'apartheid, etc. Et je dis non mais moi c'est pas les périodes qui m'intéressent. Il faut les travailler, il y a un devoir de mémoire à faire bien évidemment, mais c'est pas mon travail et c'est pas ce que j'ai envie de, j'ai pas envie de me focaliser là-dessus. Donc à chaque fois, et puis à chaque fois j'allais dans les musées européens notamment, je voyais des personnages noirs bien avant. J'ai dit mais c'est pas possible, ils existaient en fait dans Véronèse, il y avait déjà on parlait pas d'apartheid, on parlait pas encore d'esclavage, et il y avait déjà des noirs présents en Italie au XVIe siècle. Donc toutes ces questions à chaque fois que je parcourais les musées m'ont amené à me dire que non, le noir est dans l'histoire depuis bien plus longtemps. Et dans le livre j'ai découvert une toile d'un peintre danois qui s'est inspiré, alors il date du XVIe siècle, mais il s'est inspiré d'une histoire de l'Antiquité, du IIIe siècle après Jésus-Christ. C'était un auteur syrien, hellénisé, donc un auteur grec, qui écrivait en grec, et qui raconte une histoire, c'est une légende qu'il raconte, d'un roi et d'une reine éthiopiens. Et dans cette histoire, ils ont une petite fille qu'ils réalisent devant Andromède, etc., mais qui sort blanche. Cette petite fille a plusieurs pérégrinations en Europe, puis elle revient au bout d'un moment avec son fiancé, comme dans toutes les belles histoires. Et là, elle va être tuée, mais elle dit non, je suis la fille du roi et de la reine. Je lui dis c'est pas possible, tu es blanche. Et là, 3e siècle après Jésus-Christ. Je me dis waouh, puis donc je lis l'histoire. Et pour prouver qu'elle est la fille, elle montre son avant-bras et elle a une tache noire. Et les parents disent mais si elle a une tache noire, c'est bien notre fille. Et donc, ce qui m'a amené à me dire, mais au 3e siècle après Jésus-Christ, on se posait déjà la question, mais qu'est-ce que c'est qu'être noir? Qu'est-ce que c'est que cette couleur? Il y avait déjà tout ce rapport à l'altérité, à l'autre. Alors, je me suis dit, mais non, il faut vraiment nous enlever, parce qu'on est cantonné dans cette histoire d'esclavage, de colonisation. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle historiographie qui est en train de s'ouvrir, qui travaille. Alors, tous les historiens médiévistes d'université Charente Diop, bon, certainement ici, mais j'en connais moins, Madame Conaré, etc. Mais j'en connais pas énormément des historiens maliens, mais qui travaillent sur sur l'histoire médiévale de l'Afrique et qui montrent que, même au Xe siècle, même au IXe siècle, il y avait des empires, il y avait une organisation, l'Afrique existait, l'Afrique vivait, l'Afrique avait son histoire pour contrecarrer un peu les plans de l'ancien président de la République. Les Africains avaient leur histoire. Ils étaient dans leur histoire et en plus de cela, ils étaient même dans l'histoire de l'Europe et dans celle du monde. D'accord. Et nous allons continuer et je vais arriver là à ma première trouvaille dans ces livres-là, ma première grande découverte, Noir en peinture, page 9. Même si les recherches de Léonard de Vinci ont permis l'amélioration du vernis, il était encore difficile à la Renaissance d'obtenir la couleur noire. Difficile d'obtenir la couleur noire. Là, je vois des noms qui sont très difficiles pour moi vraiment à prononcer. Mais dans le livre, nous voyons que l'humanité a traversé des périodes historiques, l'Antiquité, le Moyen-Âge, sans trouver la vraie couleur noire dans la peinture. Comment est-ce possible? Personnellement, je pensais que le noir était la première couleur qu'on a pu trouver.
Comment est-ce possible? Alors d'abord, on avait les couleurs primaires. Donc avec les couleurs primaires, il fallait constituer le noir. La couleur noire en elle-même, noir brut, comme peut être le titre, c'est vrai qu'il n'était pas utilisé du tout dans la peinture parce qu'il ne reflète pas la lumière. Donc tout artiste voit que c'est pas intéressant d'avoir quelque chose de sombre qui ne va pas refléter la lumière. Donc c'est pas à ce moment-là, on se posait pas donc cette question-là. Mais il y a une révolution dans la peinture, c'est la Renaissance, où on découvre, je sais pas, le chevet, la toile pour faire la peinture sur toile, mais aussi justement les couleurs. Et c'est là que Léonard de Vinci, lui qui était un grand inventeur, décide de réaliser le noir. Et la seule façon qu'il avait trouvé, c'est de faire venir de l'ivoire, donc d'Afrique, et de la brûler, de la calciner. Et là, ça faisait la couleur noire et la teinte noire qu'il pouvait mettre sur ses peintures. Mais c'est très très coûteux. L'ivoire, déjà à l'époque, était très coûteuse. Donc, ça a été très peu utilisé. Ensuite, c'est posé la question de représenter les personnages noirs. Et c'est là que je fais la différence entre la couleur noire et les personnages noirs, parce que finalement, nous ne sommes pas vraiment noirs comme la couleur voudrait l'indiquer. Et donc là, c'est plus cette teinte de marron. Et cette teinte de marron, elle a été aussi difficile à réaliser parce que, je ne sais pas combien dans cette salle, peut-être 80, il y a beaucoup de noirs, mais on a peut-être tous des teintes différentes. Et il a fallu essayer de les réaliser, ces teintes différentes. Alors au départ, quand on voit, je vous parlais de Véronèse, etc., les peintres italiens, eux, n'utilisaient qu'une seule couleur pour le noir. Donc il y a des tableaux de Véronèse, parfois il y en a, je sais pas, une dizaine de noirs. Mais il les a, c'est standard en fait, il les a invisibilisés, il les a tous rendus de la même couleur, avec le même faciès aussi. Même le visage, les traits, ce qu'on a appelé plus tard négroïdes ou congoïdes, ont été aussi standardisés. C'est-à-dire qu'ils avaient tous un nez rond, des grosses lèvres, ils étaient de profil. Parce que c'était plus facile à représenter. Et c'est seulement après 17e, 18e siècle qu'on a commencé que les peintres, pas moi, mais que les peintres ont commencé à travailler vraiment cette teinte et à se dire on va avoir plus de modèles et on va essayer de faire quelque chose de plus réaliste. Voilà. D'accord. Nous allons maintenant voir les personnages historiques noirs dans ces livres-là. Et nous voyons que votre méthode a consisté à ne surtout pas nous parler tellement des figures que nous connaissons. Et la preuve est qu'au niveau de la page 82, nous avons un triangle infernal où un personnage est présenté, Ayouba Diallo. Ayouba Diallo à la frontière Sénégal-Mali. Alors pouvez-vous nous parler un peu de cet illustre personnage que peu d'entre nous connaissent encore? Alors Ayouba Diallo, il est là-bas, il est représenté, il a été reproduit, la peinture a été reproduite tout là-bas. Permettez-moi juste de rappeler à nos auditeurs que nous avons pour les besoins de ces trains littéraires, pour le public présent à l'enregistrement, nous avons affiché quelques figures. Donc c'est là il parlait tout de suite quand il disait qu'Ayouba est à côté. C'est pas parce qu'il est là avec nous dans la salle. Ok, allons-y. Quelque part, il est avec nous aussi. Mais en fait, ce qui nous a intéressé dans ce livre, c'est qu'au fur et à mesure de nos recherches, à chaque fois, on découvrait des personnages, mais dont j'avais jamais entendu parler. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on regarde une émission, il y en a quelques-unes qui passent sur les Noirs, à chaque fois, c'est les mêmes personnages. On nous parle de Mohamed Ali, Malcolm X, Martin Luther King. Alors, ils ont fait un travail énorme, je reviens pas là-dessus, mais ce sont des Américains qui ont une histoire particulière, et ce ne sont pas les seuls personnages noirs qu'il y a sur cette terre. Et dans le livre, vraiment, c'est ce qui nous a, avec Grégoire Fauconnier, mon co-auteur et ami, c'est ce qui nous a vraiment fait vivre, en fait. C'est qu'à chaque fois, on tombait sur des histoires, mais fantastiques. Donc, je sais pas, ça pouvait être même découvrir que Othello, quand Shakespeare écrit Othello, il l'écrit et il parle. Je l'ai relu pour être sûr qu'il parlait bien d'un noir, et plusieurs fois, à plusieurs moments du livre, il dit « je suis noir ». Ou les autres lui disent « tu es noir de suie ». Alors, avec un peu des propos un peu limite racistes, mais... en tout cas, c'est un personnage noir. Alors, il a été représenté pendant très longtemps dans le théâtre par un blanc qui était un peu grimé, un petit peu, on va dire, un petit peu coloré. Mais voilà, toute cette découverte, vraiment, c'est ce qui nous a fait vivre tout au long du livre. Et encore aujourd'hui, on n'a pas pu tout mettre dans le livre, il n'y a que 300 œuvres, mais toutes ces peintures et tous les gens qui me reviennent, que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, etc., et beaucoup de gens me reviennent et me disent « mais c'est incroyable cette histoire ». Je connaissais pas ce personnage, je connais pas. Et beaucoup me disent, mais c'est une dignité retrouvée. Parce que pour une fois, on parle pas des rois, des reines, que des rois et des reines, on parle aussi de personnages de kidam, de personnages standards, de personnages qui ont vécu un marchand de jouets au XVIIIe siècle en Angleterre. C'est pas un roi, c'est pas une reine, mais il a existé, il a été là, il a vécu dans cette périphérie londonienne à l'époque. Alors pour revenir sur Ayouba Diallo, parce que j'ai pas répondu voilà, justement. à tout ce que...
Ayouba Diallo, c'est une histoire fantastique, c'est parce que, alors c'est plus à la frontière Sénégal-Gambie, mais on va mettre le Mali avec. Mais voilà, c'est l'histoire, en fait, c'est un homme qui au début du XVIIIe siècle, en 1731, il est fils d'un imam, il devient imam lui-même, il a ses femmes et il a des esclaves. Et à cette époque-là, je crois en 1732 de mémoire, il y a un bateau de la Royal African Company qui arrive sur les côtes gambiennes et qui est là donc avec des pacotis, comme le commerce triangulaire pouvait le faire à l'époque, qui amène des pacotis et qui se charge en esclaves pour partir de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et donc Ayouba entend cette histoire, attend que le bateau est là et décide d'aller vendre 2-3 esclaves pour acheter, je crois, du papier, pour recopier le Coran. Il part avec ses esclaves, mais à l'époque, le marché de l'esclave est très bas, parce que il correspondait aussi à l'offre et la demande. C'est un commerce comme un autre, c'était un bien meuble, c'était une matière, un matériau. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'esclaves vendus, donc le prix était bas. Lui, il le trouve trop bas, il décide de ne pas les vendre. Peut-être que, je crois de mémoire, il en échange un contre quelques moutons. Et sur le chemin du retour, donc bredouille, il se fait attraper par une ethnie, des mandingues, qui le rasent, qui le déguisent en guenille, et qu'ils le vendent. Et ils le vendent sur le bateau. Et donc il se retrouve sur le bateau, il peut pas dire, enfin il peut parler, mais il n'est pas écouté de toute façon. Il se retrouve vendu donc près de Boston, sur un marché aux esclaves, comme il y en avait d'autres. Et là, il va travailler sur une plantation. Il tombe malade, il décide de s'enfuir. Et il se fait capturer. Il est dans une taverne le temps que son propriétaire vienne le chercher. Et par chance, il tombe sur un pasteur anglais qui écoute son histoire. Et il lui dit, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup d'argent, mon père est riche, on a des forêts à proximité de notre village, et c'est la gomme arabique à l'époque qui coûtait très cher. On a des forêts de gomme arabique, et vous pourriez avoir de l'argent avec ça. Donc la lettre fait le tour, Angleterre, Sénégal, et puis finalement, 2 ans après, il est libéré. Et il est envoyé, il est racheté par la Royal African Company à son propriétaire. Il va à Londres. À Londres, il sera même reçu par le roi, parce que voilà, il parle le Peul, il parle l'anglais maintenant, il parle l'arabe aussi, puisqu'il connaît le Coran par cœur. Et donc il fait partie de la gentry, et finalement la gentry anglaise, l'aristocratie anglaise, décide de faire une quête pour lui racheter encore une fois sa liberté à la Royal African Company. Et là, donc, il peut rentrer au Sénégal, et à quelques kilomètres de chez lui, il se fait encore attraper, mais cette fois-ci par les Français, qui le mettent en prison pendant 6 mois. Et il allait être encore une fois envoyé, mais cette fois-ci sur les possessions françaises, donc plus la Martinique, la Guadeloupe, et Haïti. Et finalement, il arrive à être libéré parce que les Anglais interviennent, etc. Et il retourne auprès de ses 2 femmes et de ses enfants. Mais voilà, l'histoire est assez fantastique parce que c'est vraiment le commerce triangulaire qu'on peut apprendre et que j'apprends à mes élèves, mais dans un autre sens. Là, on ne part pas de Nantes, de Liverpool, on part du Sénégal et de la Gambie. Merci. Mesdames, Messieurs, une histoire que je voudrais bien vous lire, une histoire qui m'a particulièrement marqué dans ces livres. C'est l'histoire d'un Bonaparte en pays zoulou. Cette toile met en scène le dernier combat de Louis-Napoléon Bonaparte, fils unique de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. L'action se déroule dans les lits asséchés d'une rivière, avec en arrière-plan un paysage aride typique de la savane sud-africaine. Au centre, le prince impérial est aux prises avec 10 Zoulous, et reconnaissables par leurs pagnes, leurs boucliers, dont l'ornement indique le clan, leurs saguets aux manches courts et à la pointe acérée. Munis de ces simples lances, ils sont prêts à affronter les armes à feu des Européens au péril de leur vie. Ici, la confrontation tourne à leur avantage et Louis-Napoléon se retrouve pris au piège. Il brandit alors son pistolet afin de tenir en joue 4 guerriers africains qui lui font face, mais 6 autres tapis dans la haute végétation sont prêts à lui bondir dessus. Il est seul, abandonné par son escouade qui fuit au loin, sans échappatoire après le départ de son cheval au 4e galop. Dans le feu de l'action, son pistolet est la dernière arme qui lui reste, son sabre et son casque étant tombés à ses pieds. Face à une mort certaine, il refuse de s'enfuir. On peut tout de même douter de la réalité de cette scène, tant elle semble destinée à exalter le courage de l'homme blanc, mais l'on sait qu'au terme d'une lutte courte, le prince héritier est décédé de 17 coups de saguet, tous reçus de face
témoigna de sa témérité. Que diable les princes impériaux allaient-ils faire en terre zoulou? Qu'est-ce que tu es venu chercher en terre zoulou finalement? C'est Bonaparte. En fait, il était venu chercher un peu de reconnaissance parce que son père était tombé, donc Napoléon III en 1870. Et donc lui est chassé de France et décide de se recueillir en Angleterre. Et là-bas, un peu pour retrouver un peu du respect, il s'embrigade dans l'armée anglaise. Et à l'époque, les Anglais étaient en guerre contre les Zoulous parce que les Zoulous avaient battu les Boers, les Néerlandais qui s'étaient installés avant les Anglais. Et donc là, il y a une guerre qui fait rage en Afrique du Sud contre les Zoulous. Et les Zoulous gagnent plusieurs batailles. Ils étaient très nombreux. Je crois qu'il y a une bataille qui bat 24 000. Ils arrivent à avoir 24 000 soldats contre 16 000 Anglais. Et ils gagnent cette bataille. Et c'est vrai que lui, il a voulu rester jusqu'au bout. Il était parti en reconnaissance au départ. Et il s'est fait tuer comme un soldat. Mais c'était une guerre très classique. Mais finalement, bon, un petit peu... Les Zoulous perdent finalement la guerre contre les Anglais et toute l'Afrique du Sud sera complètement annexée. Et nous voyons à travers l'ouvrage que le corps du noir ou de la noire, en fait, a fasciné beaucoup de peintres. Certains, alors, ont presque qualifié le corps noir de corps diabolique, et d'autres en ont vu plutôt un instrument permettant de réclamer beaucoup plus d'émancipation et de la femme même de façon générale. Alors, quand on regarde l'histoire même de la peinture et de la peinture qui est faite, en tout cas avec le corps en fait des Noirs, alors qu'est-ce qu'on peut vraiment retenir selon vous? Est-ce que le noir chez les peintres, même avant l'abolition de l'esclavage, avant toute cette histoire de démocratisation, de culture, de civilisation universelle, est-ce que chez les peintres, on sentait alors le racisme des fois? Oui, alors moi, j'ai fait ce livre avec le regard de quelqu'un de 2018. Mais c'est vrai que quand j'ai vu toutes ces peintures, et notamment toutes celles autour du corps, j'ai pensé tout de suite à tous les préjugés qu'il y a aujourd'hui sur les Noirs dans le monde entier à travers notre corps. C'est-à-dire, pour beaucoup, encore aujourd'hui, et je le déplore, pour beaucoup encore, un Noir, c'est quelqu'un de fort physiquement, de musclé, c'est quelqu'un qui a des lèvres charnues, c'est quelqu'un qui a un nez épaté, c'est quelqu'un qui a, pour les femmes aussi, une croupe accentuée, une poitrine exubérante, les hommes, un sexe proéminent, etc. Et c'est des choses qui existent jusqu'à aujourd'hui. On en parle, et c'est que dans le sport, voilà, on entend aussi des entraîneurs dire j'ai des Noirs qui sont plus physiques qu'intelligents. Enfin, je déforme un peu les propos, mais c'est un peu ce que j'entends derrière tout ça. Et je me suis dit, mais c'est possible qu'en fait ça vienne depuis plus longtemps et depuis même la peinture, parce que j'ai eu la chance de voyager un peu sur l'Afrique de l'Est, par exemple, et moi aussi, peut-être que moi je viens du Sénégal, mais j'avais donc cette image aussi peut-être de personnes qui étaient très foncées de peau, avec peut-être voilà, un nez comme on peut entendre, avec des traits, ce qu'on appelle négroïdes. Mais quand j'étais en Éthiopie, au Kenya, les gens avaient des nez extrêmement fins, des lèvres très fines, des couleurs plutôt ambres. Et je me suis dit, mais en fait, on est complètement voilà, focalisé sur l'Afrique de l'Ouest. Et encore, même en Afrique de l'Ouest, on a différentes ethnies avec différentes couleurs de peau. Et ces choses-là n'étaient vraiment pas perçues à l'époque, je pense. On a voulu, et ça a codifié les choses jusqu'à aujourd'hui, je pense. Alors peut-être parfois, il y a certains préjugés qui vont en notre faveur, donc on veut jouer avec, mais je pense qu'il faut vraiment éradiquer tout ce qui est préjugé et repartir que juste l'homme noir, c'est un être humain. L'homme et la femme noire sont des êtres humains avec des grands noirs, des petits noirs, des gros noirs, des fins, etc. Et pour la représentation dans la peinture, alors oui, il y avait tout ce que je viens de dire jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y avait tous ces préjugés. Je trouve que le 19e siècle, la fin du 19e siècle et le 19e siècle ont permis un courant plus réaliste. Notamment la peinture de Benoist sur une femme nègre, où on la voit torse nu et on voit tout le travail autour de son sein et de la pigmentation. Les de plus en plus précis, plus on s'approche du téton, plus il y a des dégradés de couleurs, etc. C'est une femme, la peintre, qui peint une femme noire, mais on sent qu'elle travaille et qu'elle essaye vraiment de représenter et de travailler ce qu'elle voit.
Ensuite, il y a quand même après moi un courant dont je ne suis pas fan, le primitivisme, ce qu'on appelle le primitivisme, tout ce qui est l'art nègre, au début du XXe siècle. Donc je trouve qu'au début du XXe siècle, les Picasso, etc., se sont un peu ont peut-être retrouvé quelques préjugés parce qu'ils ont voulu. Alors on avait été loin dans l'art, etc. Et ils se sont dit il faut qu'on retourne à l'essence même de l'art. En plus, il y avait la concurrence de la photographie à l'époque, photographie noir et blanc. Et donc, ils étaient en train de perdre le combat de l'art, puisque la photographie est bien plus réaliste qu'une photo. Une photographie est bien plus réaliste qu'une peinture, pardon. Et donc, ils se sont dit, il faut peut-être qu'on reparte aux bases de l'art. Où est-ce que la base de l'art? Ils se sont dit, c'est la nature. La nature est déjà de l'art. Ils se sont dit, oui, mais en Europe, en France, en Allemagne, les expressionnistes, etc., on n'a pas trop on a plus trop d'attrait avec la peinture. On peut aller au parc zoologique de Vincennes, mais c'est quand même une nature déjà artificielle. Donc ils se sont dit, ceux qui sont plus proches de la nature sont les Africains, parce qu'ils ne sont pas, et je pense, après c'est un petit peu mon avis, mais ils ne sont pas spécialement évolués, ils vivent encore très proches de la nature. Donc on va retourner vers l'art que les Africains ont réalisé. Et là, on est arrivé vers des masques, les masques africains qu'on globalise. Et ils les ont incorporés dans leurs œuvres. Mais bon, alors ça peut être, on peut se dire c'est bien pour l'art africain, il gagne une renommée. Mais je trouve quand même que c'était assez naïf et assez infantilisant aussi de se dire que les Africains ne pouvaient réaliser que des choses avec des têtes symétriques et des choses vraiment très simples parce que quelque part, ils étaient plus proches de la nature et moins, on va prendre les termes du 19e siècle, mais moins évolués. Et par rapport justement à la peinture de Benoît Hust, vous écrivez « Toutefois, Benoît Hust se permet de dévoiler les seins de ce modèle car il ne s'agit que d'une servante dont la féminité est légèrement atténuée par la mise en valeur de sa musculature. Son épaule large, son triceps saillant, et son avant-bras épais pourraient être ceux d'un homme. 2 siècles plus tard, la silhouette de cette femme noire, mise en avant par une posture élégante, correspond davantage au canon de la beauté contemporaine et pourrait illustrer la fin du poème de Léopold Sédar Senghor. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour mourir. Pour nourrir les racines de la vie. Et dans le livre, alors on voit que chez Benoît Hust, il y avait déjà une véritable volonté de faire le combat pour l'émancipation de la femme à travers cette figure de femme noire. Mais vous, aujourd'hui, en tant qu'historien, d'ailleurs, vous racontez qu'après tout ça, il fut un moment où on avait alors essayer de donner plus de liberté aux femmes et puis après on revient au niveau du code civil où on va retirer aux femmes les droits presque fondamentaux. Mais au jour d'aujourd'hui, comment vous, historiens, voyez le combat des femmes à travers le monde? Des femmes noires ou des femmes... Des femmes tout court. Et si on peut vraiment parler en fait du combat des femmes noires surtout. Et si vous en connaissez des grandes figures dont vous saluez le combat. Le combat des femmes noires aujourd'hui, des femmes en général, j'ai envie de parler, parce qu'il y a tout un combat autour des femmes. On en entend parler en France et je pense que dans le monde entier, même en Afrique, c'est quelque chose qui est assez mis en avant aujourd'hui. Et c'est l'un des premiers combats, je pense, des grandes ONG, parce qu'on sait que c'est par l'éducation des femmes et par leur scolarisation, etc., qu'on va arriver à développer notamment des pays africains, si on reste sur quelque chose de local. Après, il y a tous les courants en ce moment... pas trop peut-être en Afrique, mais plutôt européens ou occidentaux, aux États-Unis, les afroféministes, qui revendiquent à la fois les combats de femmes et qui les juxtaposent aux combats de personnes noires. Parce que dans leurs propos, il y a une double injustice et une double discrimination. C'est une double discrimination que j'ai pu retrouver dans la peinture aussi, parce que cette femme noire, oui, elle est en portrait classique de l'aristocratie de l'époque, mais elle est nue, à moitié nue. Et ça, on ne se serait pas permis de le faire avec Madame de Pompadour, par exemple. Et la même chose dans les Antilles françaises. On a des toiles où il y a des scènes de baignade, où dans ces scènes de baignade, on a... c'est une scène de baignade, donc forcément les femmes devraient être nues, mais toutes les femmes blanches sont habillées et restent nues que les femmes noires. Donc on se permet tout ça. Et il y a une toile qui m'a
plongé dans un certain malaise, c'est une scène de viol. Et c'est la seule que je connaisse dans ce domaine, dans le domaine de l'art. Il y en a une de Degas, de Goya, mais c'est très subjectif. Là, c'est vraiment... on a une femme en train de se faire violer, certainement sur un bateau, ou en tout cas dans une salle, par des Hollandais. Et on la voit nue, en train de se débattre, et on voit l'un des personnages nus aussi qui nous regarde et qui nous pointe du doigt. Et je me suis dit, mais en fait, il nous pousse, nous sommes les témoins de cette scène. Mais dans cette scène, on sait qu'ils seront impunis parce que c'est une femme. Donc il y a cette discrimination de genre. Et c'est une femme noire. Et en plus, c'est une esclave. Donc il y a le statut, le genre et le sexe qui s'additionnent pour créer une discrimination ultime. Nous allons parler de Negus Negest. Je fais le pédant parce que je suis sûr et certain que beaucoup de gens ici présents ne savent pas qui est Negus Negest. Je voudrais bien même poser la question au public. C'est qui Negus Negest? Aucune réponse. Ben, bienvenue chez le professeur Dissa, c'est Ménélique. On connaît Ménélique, n'est-ce pas? Cet homme a d'abord été prince de la région centrale de l'actuelle Éthiopie avant de devenir roi des rois. Negusa Nagast, parfois traduit par empereur en Europe. Lors de son intronisation, il choisit le nom de Ménélique II afin de s'inscrire dans la lignée de la lointaine légende de Ménélique, fils de la reine de Saba et du roi Salomon, également premier roi d'Éthiopie. Ménélique II porte aussi le titre de lion conquérant de la tribu de Juda, élu de Dieu, et bien que son règne, qui dura de 1849 à 1913, se soit tourné vers l'extension de son royaume, son principal succès est d'avoir assuré la survie de l'indépendance éthiopienne. Ayant voyagé en Abyssinie, l'auteur de cette peinture s'est émancipé des caractéristiques morphologiques alors attribuées aux Noirs dites négroïdes ou congoïdes. Ces termes sont communément associés à un faciès majoritaire en Afrique de l'Ouest, mais à l'Est, en Éthiopie, Paul Buffet se retrouve face à des Noirs aux traits bien différents, aux lèvres fines et aux narines étroites. Alors tout passage qui rime justement avec ce que vous disiez comme étant des préjugés chez les peintres d'antan qui ne connaissaient visiblement pas en fait la race noire dans sa plus grande extension. Mais au-delà de Negus Negest, nous voyons quand même des Noirs présents alors aux côtés d'empereurs, aux côtés de très grands rois, aux côtés de très grands guerriers tels que le Noir aux côtés de Lafayette. Pouvez-vous nous en parler un peu plus, qui permit même à Lafayette de gagner une bataille très très importante sur le sol américain? Là, c'était voilà, comme ce tableau de Ménélique, c'était une grande découverte parce que c'est vraiment quelqu'un. Alors, faudra le voir dans le livre, mais dans le portrait, il est couronné, il a la tête dans les cieux, il est sur son cheval blanc, et c'est vraiment. Je me suis dit, mais c'est un portrait royal. Mais dessus, c'est un personnage noir. Alors, je connaissais l'histoire de Ménélique, mais de le voir comme ça représenté et peint par un peintre qui a eu la possibilité en tout cas d'aller à sa rencontre et d'aller jusqu'en Abyssinie à l'époque, c'était quand même quelque chose de fantastique. Pour James Amistad, c'est dans l'histoire de la Révolution américaine, de l'indépendance américaine. Donc ils ont fait appel aux Français, comme vous le savez, contre les Anglais. Et donc notre Lafayette, le Français, part aider et part sur le champ de bataille. Et quand il arrive aux États-Unis, on lui met un aide de camp qui s'appelle James Amistad à son profit. Et alors c'est une grande découverte pour moi ce livre. Et donc dans ce livre, cette toile, et en fait ce personnage noir qui était esclave à l'époque, il y avait encore le statut d'esclave, fait agent double. C'est-à-dire qu'il travaille pour Lafayette et il va donner de fausses informations aux Anglais. Et en même temps, il récolte les bonnes informations qu'il rapporte à Lafayette et aux Américains. Et donc, grâce à lui, il y a une bataille en 1881 qui a été fondamentale et qui a été gagnée grâce à lui parce qu'il connaissait les plans des Anglais. Et lorsqu'il il s'émancipe de son statut d'esclave, il décide, et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être une relation particulière entre les deux hommes, il décide de porter le nom de Lafayette, alors que Lafayette n'était plus sur le continent américain, mais il décide en nom de personnes émancipées, de personnes libres, de s'appeler Lafayette, donc il s'appellera James Amistad Lafayette. C'est vraiment une histoire, voilà. Comme il y en a plein dans le livre, mais c'est pas une des toiles principales, c'est vraiment une toile en écho, parce qu'en fait on a développé 50 toiles
qui sont vraiment bien détaillées. Et après, en écho de ces 50 toiles, on en a mis 250 autres, avec un petit détail, mais on n'a pas pu développer autant, parce qu'il y a une question de place aussi pour le livre. Mais c'est l'histoire que je viens de vous raconter, c'est peut-être 5-6 lignes dans le livre, mais il y en a plein comme ça, et c'est ce qui m'a vraiment... ce qui m'a fait vibrer, en fait, dans ce livre. On a des mages noirs, mais on a aussi des mercenaires noirs. Et ces mercenaires noirs. Alors, il y a beaucoup de soldats. Il y a un thème entier. En fait, il y a 10 thèmes dans le livre. Il y a un seul thème qui s'appelle la guerre. Donc, c'est surtout ces soldats. Et en fait, on s'est rendu compte que depuis la Renaissance, le noir était incorporé dans plein d'armées différentes. Les armées françaises, les armées néerlandaises, les armées anglaises, les armées américaines, forcément. Et ils avaient à chaque fois, enfin tous ceux qu'on a trouvés avaient des rôles proéminents, des rôles importants dans cette guerre, des rôles prégnants. Il y avait aussi l'histoire, ce qui m'a intéressé, c'est aussi de mettre ce livre aussi, pas dans une dimension que française. C'était de voir aussi que les Hollandais avaient utilisé des Ghanéens de l'ethnie Ashanti pour aller faire la guerre en Indonésie. Donc sans même passer par l'Europe, ils allaient chercher, ils ont pris 3000 Ashanti qu'ils ont ramenés directement en Indonésie pour aller se battre contre l'indépendance de l'Indonésie. Et alors après, ils sont revenus, certains sont restés. Et en fait, après, j'ai découvert aussi, avec des recherches, etc., qu'il y a une petite ethnie qui existe encore en Indonésie, qui s'appelle les Belanda Hitam, qui sont des métis donc ghanéens ou indonésiens, et qui ont encore des descendants aujourd'hui, et qui ont, je ne sais plus dans quelle ville, mais qui ont un village où il existe encore ces métis, qui connaissent encore cette histoire. Et donc, quand vous parliez un petit peu de cette diaspora un peu noire ou africaine, dans le monde, c'est ça qui m'a marqué, c'est de me dire, en fait, partout, ils ne connaissent pas tous leur histoire, mais beaucoup connaissent leur histoire. Et j'ai encore vu un documentaire il n'y a pas très longtemps sur des petites populations en Colombie qui, pareil, avaient gardé beaucoup de rites ancestraux depuis 200 ans qu'ils ont été déportés en Colombie. D'accord. Nous voyons une grande interrogation au niveau de la page 20. Les Africains sont-ils tous noirs? Et c'est la fin de cette interrogation. Je ne dirais pas la réponse, mais la fin qui m'intéresse beaucoup. Cette histoire d'amour sur fond de quêtes identitaires démontre que la question des couleurs de peau est soulevée dans la littérature dès la fin de l'Antiquité. Ce roman a inspiré une iconographie importante au XVIe et XVIIe siècle, sans que les Noirs n'y soient cependant représentés. À contre-courant, les œuvres de Karel van Mander, 3, attestent que tous les artistes n'étaient pas effrayés par l'altérité du noir par rapport au blanc. Et donc, nous voyons que vous parlez beaucoup de couleurs. Naturellement, quand on s'adresse quand même à l'art pictural, c'est normal de parler de couleurs, mais à vous écouter, alors j'ai l'impression que vous avez un combat au niveau des couleurs de peau. Alors, si oui, quel est votre combat? Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est votre idéal cherché avec ces livres-là? Le but est recherché avec cette publication. Bonne question. Non, il y a beaucoup de buts dans ce livre. Peut-être il y a une quête personnelle déjà, mais après il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur la dignité retrouvée dont on m'a fait part, c'est-à-dire de se dire oui, il y a des noirs dans l'histoire, il y a des noirs bien avant l'esclavage, il n'y a pas un noir. J'ai voulu aussi éclater l'individu. On fait un groupe, c'est-à-dire on est un objet. Le noir est un objet dans beaucoup de littérature ou dans beaucoup de livres qui sortent même encore aujourd'hui, des livres de scientifiques ou d'historiens, où le noir est un objet. Moi, j'ai voulu en faire un sujet. C'est-à-dire, il y a des noirs, il y a des existences, il y a des parcours de vie. Et voilà, c'est cet éclatement de l'ensemble. Pour voir qu'il y a des différences, que le noir a existé, que le noir existe encore, que c'est une construction sociale, bien évidemment, mais que cette construction sociale, finalement, elle est empirique, au final. Et je pense qu'au-delà de redonner la dignité, au-delà de placer le noir dans une histoire longue, parce qu'à chaque fois, je pense que, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est de replacer l'histoire, les noirs sur la chronologie entière, c'est-à-dire de moins 3000, ce qu'on prend les historiens de moins 3000 à 2018, ça montre que la colonisation et l'esclavage ont été des parties très brèves de l'histoire. Et peut-être aussi, quand on parle de dignité retrouvée, on entend souvent aussi l'Afrique ou les Africains dire on nous a pris, on nous a pris, on nous a pris.
Alors oui, il y a des matières premières, etc. 12 millions d'hommes au minimum, c'est des choses graves. Mais j'aimerais qu'aussi on change de prisme et qu'on se voit aussi tout ce que les Africains ont donné au monde. Et ont donné au monde tous ces personnages qui ont marqué l'histoire depuis 5000 ans et qui ont fait que le monde est ainsi. Et c'est pas seulement on nous prend, c'est on a donné aussi. Et excusez-moi. Non, mais c'est quelque chose qui me touche, c'est d'arrêter. Qui a décidé que l'Afrique était une périphérie du monde? C'est pas les Africains. Donc c'est peut-être replacer l'Afrique dans le monde. Alors je ne veux pas être le centre, moi j'ai pas une volonté de suprématiste, de dire on est mieux que les autres, on est plus fort, on a inventé la roue avant les Blancs, etc. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais c'est de montrer qu'on a été présent, on est présent, l'Afrique aussi est présente, comme n'importe quel continent, comme n'importe quelle personne sur cette terre. Et je pense que trop longtemps ça a été nié. Et puis quand un président français ose dire que l'Afrique ou les Africains ne sont pas encore entrés dans l'histoire, etc. Je me dis waouh, il y a vraiment, et peut-être que c'est peut-être ça le départ de ce livre dans mon esprit peut-être, parce que je me suis dit waouh, il y a vraiment quelque chose à faire. On n'est pas une périphérie, on est l'histoire et on le sera toujours. Merci, mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur l'essence 100.5 ou 105.0 Djoliba, Radio Djoliba, et nous recevons monsieur Nel Verdoy, co-auteur de Noir entre peinture et histoire. Cet ouvrage revisite l'histoire de l'art à travers la représentation des Noirs dans la peinture européenne du 14e au milieu du 20e siècle. Il vous raconte les destinées des personnalités noires, réelles ou fantasmées, devenues célèbres ou encore ignorées du grand public. Ces figures, souvent en marge de la grande histoire, ont pourtant joué un rôle essentiel au fil des siècles. Les 300 œuvres rassemblées dans cette anthologie en témoignent admirablement. En abordant de façon rigoureuse et sans détour les thèmes des Noirs dans l'histoire, elles nous permettent d'envisager les enjeux de la diversité sous un angle nouveau. Nous partons donc pour la deuxième étape de notre voyage. Mesdames, Messieurs, que vous allez diriger. Voilà, moi je vais faire une petite pause et je vous passe le micro pour toutes les questions que vous voulez poser à l'auteur et pour toute autre contribution. Merci. Moi j'ai deux ou trois questions en tant que chercheur à poser. Les difficultés empiriques. D'ailleurs, le travail empirique que vous avez fait sur le terrain, la source ou les sources, c'était quoi? Vous avez puisé dans quoi pour les photographies? Vous avez un peu répondu à ça, mais je suis toujours sur ma faim par rapport aux histoires qui accompagnent les photos. Ces histoires-là, est-ce que c'est au niveau des musées, la petite littérature que nous voyons, qui a été reportée, ou c'est vous qui l'avez réécrite? J'ai envie de savoir ça. Et si oui, quelle a été la primauté sur la sélection des images que vous avez dû avoir beaucoup d'images, mais qu'est-ce qui a prévalu pour que vous choisissiez une image au lieu d'une autre? Voilà, les critères de choix. Ça, c'est une autre. Est-ce qu'il y a des difficultés réellement empiriques? Est-ce que vous avez dû vous déplacer d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, pour aller à la quête de ces histoires-là et les rassembler pour en faire un livre? Voilà un peu les questions qui me trottinent dans la tête. Merci. Donc, au niveau du travail d'historien à proprement parler, oui, ça a été de longues heures dans les archives, à la Bibliothèque nationale de France. Ça a pu être parfois, pour notamment la scène de viol dont je parlais, les musées qui nous envoient les littératures, ils ont des bibliographies qui accompagnent les œuvres, mais ça a été aussi beaucoup de livres. Par exemple, pour Shakespeare, il a fallu lire Othello. Pour Ayuba, il y avait un essai qui était assez bien documenté, que j'ai dû lire aussi, etc. Donc à chaque fois, pour chaque œuvre, il a fallu lire 2-3 livres pour chaque œuvre et aller dans les bibliothèques. Parfois lire en anglais, en allemand. Aux États-Unis, il y a quand même un travail qui est beaucoup plus important que le mien. C'est en une vingtaine de volumes. Chaque volume coûte 100 € aussi. Bon. Mais c'est fait par Harvard, qui eux retracent l'histoire du noir dans l'art occidental, mais de manière générale. C'est-à-dire que ce soit un vase, une peinture, une sculpture. Et c'est beaucoup plus fouillé. Nous, on avait aussi une volonté d'avoir un ouvrage pédagogique. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert l'art. Alors, pas découvert l'art, mais j'ai découvert l'histoire de l'art, on va dire, avec ce livre, en faisant ces recherches. Et c'est vrai que les livres d'art,
J'en suis pas très friand jusqu'à aujourd'hui parce que je les trouve trop complexes, trop parfois inintelligibles. Et parfois, on a une peinture qui est là et le texte qui accompagne la peinture, il est 8 pages après ou 8 pages avant. Il faut lire tout. Et moi, j'aimais pas cette entrée. Et nous, on a voulu vraiment faire un livre qui soit simple. C'est page de droite, page de gauche, texte, image. Et lorsque j'étais un petit peu dur avec Grégoire, notamment quand on écrivait les textes, je veux qu'il y ait des va-et-vient. C'est-à-dire que je voulais qu'on lise le texte, qu'on aille sur l'image, qu'on lise le texte, qu'on aille sur l'image. Je faisais des tests, je faisais lire le texte à des amis. S'ils lisaient tout le texte sans regarder l'image, je recommençais mon texte. Alors les critères, c'est souvent des coups de cœur. C'est souvent une image, wow, elle est belle. Personnellement, et donc la beauté, qu'est-ce que c'est? C'est complètement subjectif parfois. Et alors parfois elle était belle, mais l'histoire qui allait avec était pas top. Ou alors parfois on trouvait rien. C'est arrivé plusieurs fois où on trouve très peu de choses. Donc ça suffisait pas pour faire un texte, un commentaire. Donc ça a été, il a fallu recouper entre l'aspect émotion que nous provoque une œuvre, parce que c'est quand même de l'art, donc parfois il y a des œuvres qui nous provoquent aucune émotion, il faut être honnête. Mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu rester dans les choses les plus connues, les personnages les plus connus, parce que voilà, on veut aussi apporter d'autres choses. C'était vraiment une pierre à l'édifice de la culture qu'on voulait apporter. Merci. Ok. Bonsoir de plus. Sidiki Kamara, étudiant diplômé en lettres modernes. Et avant de poser mes questions, je tiens à remercier l'auteur pour ses brillants exposés et remercier encore les auteurs qui sont avec nous ce soir, parce que depuis le commencement, je crois que c'est ma deuxième participation au train littéraire. Donc je tiens à remercier les auteurs qui sont parmi nous, parce que quand nous le disons souvent, parce que c'est les auteurs qui nous poussent à aller de l'avant. Parce que qui parle de lecture, qui parle d'écriture, parle aussi des auteurs. Parce que c'est eux qui se sacrifient pour nous. Ils mènent beaucoup de choses sur le terrain pour la bonne réussite de nos enfants et pour nous-mêmes. D'abord, ma première question est de savoir, puisque M. Doy, tantôt franco-sénégalaise, un mot, d'origine sénégalaise. Ok. Ma première question, c'est quoi? Puisque vous avez parlé, vous êtes co-auteur de ce livre. D'abord, quel est le mot ou bien le message caché au fond même de la peinture? Le mot caché ou bien le message véhiculé au fond même de la peinture? Bon, en un mot, je mets ça au pluriel. De peinture. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, c'est quoi? Quel est le sens et la portée du livre? Quel est le sens et la portée du livre? La troisième question, quel est l'apport linguistique et culturel du livre? Enfin, j'aimerais savoir votre caractère. Alors, si vous êtes pessimiste ou optimiste? Donc le mot caché au fond des peintures, là je sais pas, à part les signatures, non, c'est complexe, on ne peut pas répondre comme ça. C'est chaque peinture a son message. Il n'y a pas un message particulier dans toutes les peintures, vraiment. C'est pas possible de résumer l'ensemble des peintures. On en a vu plus de 10 000 avec des personnages noirs à l'intérieur, et de le résumer en un mot, ce serait trop compliqué. Au niveau du sens, Peul, Sangaré la Peul. Bah, en fait, elle est derrière, elle est ici. Après, moi ce que je veux te répondre, c'est de l'art. Donc l'art, c'est qu'est-ce qu'elle te provoque. Moi, quand je regarde Sangaré la Peul, bah, je me dis, elle est belle. Donc c'est ça le message, c'est la beauté. Et c'est toi, quand tu vois cette peinture, qu'est-ce qu'elle t'évoque, qu'est-ce que tu ressens? C'est ça l'art. Et c'est ce qui est intéressant. Alors nous, on n'est pas des historiens de l'art, encore une fois, on est des historiens. Donc on s'est servi de l'art pour tirer un fil et tirer une histoire. Une histoire réelle, on ne raconte pas une légende, mais tirer une véritable histoire et partir du sujet. Qui était cette Sangaré la Peul? C'est ce qui nous a intéressés. Maintenant, sur l'art en lui-même, je pense que c'est très personnel. C'est toi, quand tu la regardes,
qu'est-ce que tu ressens? Et quand tu regardes le personnage qui est à ma droite, qu'est-ce que tu ressens? Et c'est ça qu'il faut se dire sur chaque peinture. Et c'est vrai qu'avant même de travailler sur chaque peinture, je la regardais, j'ai essayé d'avoir un regard personnel, individuel et une perception. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me choque? Est-ce que ça me met mal à l'aise? Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que je la sens belle? Est-ce que je le... Voilà, comment? Et ça, c'est vraiment le sens qu'il faut donner à l'art. C'est avant tout une perception. Parce que si je te mets face à de l'art contemporain, ça va être compliqué de mettre un mot. Hein. Je pense que tu vas voir quelque chose et tu vas te dire, voilà, qu'est-ce que ça te... Voilà, quand tu vois un bidet ou je sais pas, de Duchamp, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Et voilà, donc c'est très personnel. Bah, la portée, ça va être à vous de le porter maintenant, ce livre. Je vous l'ai offert, maintenant c'est à vous. C'est à vous. Pour le sens... Et un ami qui est artiste et qui est plasticien et qui me disait, une fois que tu livres ton œuvre, elle t'appartient plus. Elle t'appartient plus, c'est aux gens. Et j'ai trouvé ça beau et il m'a complètement... Maintenant, je me sens bien. Donc maintenant, je sais qu'elle vous appartient et c'est à vous d'en faire un peu ce que vous voulez et de l'aimer, de ne pas l'aimer, de l'apprécier, de la critiquer. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est donner des pistes. J'ai envie vraiment que... Ma plus grande satisfaction, c'est que quelqu'un vienne me voir dans 10-15 ans et me dit « Ouais, je suis étudiant en histoire ou je sais pas, en sociaux, ou en anthropo ou en ce qu'il veut. » Et il me dit « Mais je suis parti d'une des peintures. Je ne connaissais pas Ayouba Diallo et j'en ai fait ma thèse. » Et s'il vient et me dit ça, je dis « Waouh, ça serait super. » Parce que là, nous, on a donné... C'est une petite pierre à l'édifice. C'est pas grand-chose, finalement. L'édifice de la culture, il est gigantesque. Moi, j'ai mis un grain de sable. Avec Grégoire, on a mis un grain de sable. Et si vraiment un historien ou quelqu'un vient me dire, voilà, j'en ai fait ma thèse, et voilà mon livre, et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais, waouh, mais je suis trop content. Et donc là, il y en a 300, et donc, j'ai envie de te dire, empare-en, toi, et fais-moi une belle œuvre littéraire. Même, ça peut être plein de choses, ça peut être des légendes, on peut en faire des romans, on peut en faire des films. Moi, je me dis, je sais pas, si Omar Sy il a besoin de travail, là, je peux lui offrir 300 films, tu vois. C'est ça l'objectif de ce livre. Alors, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on est des enseignants du secondaire. Et ce que j'ai voulu faire, c'est que mes lycéens, ils puissent aussi avoir une autre vision de l'art, des musées, et qu'ils aient envie d'y aller. Et moi, quel que soit le biais, que ce soit Beyoncé dans le musée du Louvre ou mon livre, quel que soit le biais, si on arrive à relier le monde à la culture et le plus de monde en ratissant le plus largement possible, c'est une réussite. Parce que la culture, c'est ce qui permet à tout le monde, voilà, de s'échapper de sa condition sociale. En ce moment, notamment sur la France, voire sur l'Europe, souffle un vent un petit peu compliqué au niveau politique, au niveau des préjugés. On voit les réactions des gens par rapport aux migrants, etc. C'est assez difficile. Et je pense que plus on va s'éduquer, plus on va comprendre et plus on va accepter aussi l'autre. Et voilà, et voir que l'immigration, ça date pas des années 60, quand en France on avait besoin de main d'œuvre et qu'on a été la piocher en Afrique, mais que bien avant il y avait des Noirs en France, notamment, on en parlait tout à l'heure, dans les armées napoléoniennes par exemple, bien avant les tirailleurs sénégalais, dans les armées napoléoniennes, ou qu'il y avait la Légion noire, notamment à la Révolution française. Voilà, toutes ces choses-là, ça n'existe pas seulement depuis 1914. Non, bien avant, il y avait des Noirs qui ont participé à l'histoire. Voilà, là, je parle juste de l'histoire de France, mais qui ont participé à l'histoire de France. Et moi, je suis quelqu'un de très optimiste, surtout. Donc, j'ai vraiment... je pense qu'il n'y a que de bonnes choses qui peuvent arriver sur l'ensemble des choses. Ouais, bonsoir à tous. Voilà. Merci encore à Robert de me permettre de parler. Je vais me présenter de nouveau. Je suis Ibrahima Karamoko, issu de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je suis doctorant en lettres modernes. Et voilà. Et également aussi, je suis animateur en littérature. Voilà. Questions en tout cas relatives à la langue française. Alors, je voudrais dire merci encore aux initiateurs de cette activité. Je voudrais faire une boutade d'abord avant d'en venir à ma question. C'est que nous, en Côte d'Ivoire, on regarde le peuple malien, on sait qu'ils aiment beaucoup ce qu'on appelle en malinké le bassi. Voilà, ils aiment beaucoup ça, le haricot. Je suis surpris de voir que la jeunesse malienne s'intéresse autant à la nourriture littéraire, vraiment qui est très essentielle en tout cas dans... Voilà, excusez-moi, c'est juste une boutade. Voilà. Nous sommes Sanangou, et les Maliens et nous, voilà. Alors donc, je voudrais en même temps maintenant venir à ma question. Votre titre, c'est Noir entre peinture et histoire. Alors, il y a un fait essentiel, c'est que
de toute l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de stéréotypes négatifs autour du noir, le noir comme race. Et Rémi Astruc, qui est professeur de français à l'université de Cergy-Pontoise, parle lui de stéréotypes grotesques autour de la race noire. La race noire qu'on attribue, à laquelle on attribue tout ce qui est laid, vilain, négatif, du paradigme de ce qui est très négatif, voilà. Et on le voit avec certains peintres, parce que même ici, quand vous constatez, là, on voit sur la photo une jeune dame qui est là, qui semble être un peu trop sous un voile, ça ne fait pas très beau. Alors, et très souvent, quand le noir n'est pas peint avec un objet musical, il est peint avec un objet qui dit la violence. Pourtant, on dit que l'écriture est née en Afrique, notamment en Égypte. Et souvenez-vous, Senghor avait lancé cette expression, l'émotion est nègre, la raison est hélène. On s'en souvient très bien. Alors, nous-mêmes, nous avons aussi cette façon de nous regarder en tant que noirs. Quand quelque chose est produit, on dit « Ah, l'homme noir ». L'homme noir pour dire « L'homme noir encore », il revient toujours avec ses vilaineries, avec ses laideurs et tout ça. Alors, donc, finalement, c'est pour la question. Est-ce que, au cours de vos recherches, est-ce que vous êtes parvenu à avoir des grands récits qui soient en rapport avec ce fait? Moi, je me souviens, j'ai lu un document historique et qui est très authentique, où on dit que après le déluge, lorsque Noé a quitté le bateau, que Noé était couché en train de dormir et qu'un des fils de Noé a regardé dans le sens d'une partie intime de son père. Alors, et que à son réveil, ayant constaté cela, il aurait maudit ce fils. Alors, bien entendu, l'humanité semble avoir repris après le déluge, puisque avant le déluge, il y a eu vraiment une certaine humanité. Et puis, lorsque Noé a rassemblé tous les êtres dans son bateau, évidemment, après le déluge, on a assisté à une sorte de renaissance de la race humaine. Alors donc, il semble dire que la malédiction du noir est partie de là. Est-ce que vous, dans vos recherches, vous êtes parvenu à trouver des grands récits qui soient en rapport avec cela? Alors, juste pour revenir sur derrière, c'est une toile de Jean-Léon Gérôme et c'est un homme en fait. Je vais juste te dire que c'était un homme, c'est pas une femme. Ouais, c'est un homme. Alors, ce qui est intéressant dans cette toile, c'est que oui, il a peut-être des traits un peu féminisants ou féminisés, mais c'est aussi des choses qu'on a pu avoir dans la peinture, notamment sur l'homme noir. Et tout à l'heure, on parlait de Balthazar, et notamment Balthazar dans les Rois Mages. Il est souvent représenté de manière beaucoup plus féminine que Melchior et Gaspard, toujours en retrait, etc. Donc, c'est des choses qu'on retrouve, la féminisation de l'homme noir. Pour la malédiction, c'est la malédiction de Cham. Oui, on le retrouve. Alors moi, je l'ai retrouvé que dans une peinture. C'est une peinture qui avait été réalisée au Brésil, où on voit justement une mère qui loue le Seigneur parce que son enfant est blanc, c'est une femme noire, et qui a un enfant métis. Mais elle est heureuse. Enfin, d'ailleurs, c'est la grand-mère, pardon, qui salue le ciel d'avoir son petit enfant qui est blanc. Et on connaît aussi au Brésil tous les problèmes autour de la couleur de peau. Donc voilà, c'est la seule fois où j'ai retrouvé cette malédiction de Cham. Donc oui, donc Noé aurait maudit les descendants de Cham. Voilà. Mais après, pour relier après sur l'Afrique, c'est plus compliqué et c'est beaucoup d'interprétations et de surinterprétations notamment aussi. Bonsoir, merci. Dougoukulo Konare, moi je suis enseignant, je suis psychologue et j'ai deux questions. La première question, c'est une question peut-être un peu naïve, où on peut répondre en oui ou en non. J'ai eu la chance de parcourir le livre et je trouve que tous les tableaux sont vraiment magnifiques. Je trouve que l'esthétique est partout. Et je me demande si c'était un choix délibéré de prendre seulement des figurations des noirs dans lesquelles on peut trouver qu'il y a de la beauté, on peut trouver qu'il y a de l'optimisme aussi. Et puis la seconde chose que j'ai à dire, c'est peut-être un peu plus polémique. Ça, c'est par rapport à l'idée même d'être noir. Ici, on est au Mali. Et moi, je ne trouve pas que ça va de soi de dire qui est noir et qui n'est pas noir. Donc, je me demandais comment est-ce que vous avez choisi les zones géographiques et les populations que vous faites correspondre. Je vois que même dans les cours que je donne aussi, moi je donne des cours de société et de civilisation Peul, mes étudiants ne savent pas.
on se pose toujours la question exprès. Est-ce qu'on va catégoriser tel groupe ethnique, telle population en tant que noir ou pas? Et aussi, quelle est la manière que les Européens et le reste du monde ont d'aborder ces populations en fonction de ça? Si on considère que des gens sont noirs, on les traite d'une manière plus mauvaise. Si on a envie d'en faire des personnes qu'on veut assimiler à soi, en tant qu'Européens, en tant qu'Occidental, on les rapproche du blanc en disant oui, mais eux, ils ne sont pas totalement noirs, il y a quelque chose qui est passé par là, etc. Merci. Merci. Donc pour l'esthétique du livre, les œuvres d'art sont belles. Est-ce que c'est un choix délibéré? Non. Ce que je disais, c'était un choix entre la beauté de certaines qui nous ont touchés au niveau émotif, mais aussi les histoires. Donc peut-être il y en a certaines que moi, personnellement, je ne trouve pas belles, mais qui sont quand même dans le livre. Donc il y a vraiment c'est la somme de la beauté ou la multiplication de la beauté et des histoires qui nous intéressaient. Et des parcours de vie, des parcours de vie assez singuliers et assez sensationnels pour certains. Parce qu'on voulait raconter aussi des histoires sensationnelles et il y en a beaucoup. Pour la deuxième question sur être noir au Mali, est-ce qu'on se pose la question comme ça? Non, pas forcément, c'est vrai. Mais comme je dis, moi j'ai pu le vivre en tant que métis peut-être, mais au Sénégal ou parfois dans certaines régions, on a pu me dire Toubab. Et j'ai dit waouh! Alors que je ne l'avais jamais ressenti en France, même au Sénégal, dans mon village, je ne le ressentais pas comme ça. Mais j'ai pu être parfois considéré par les autres comme blanc. Et c'est là un petit peu toute ma définition. Et c'est vraiment de ça qu'on est parti, parce que j'avais lu un livre qui s'appelait Les Noirs dans le cinéma français. Et justement, j'étais parti voir sa définition du noir, et il avait dit, j'ai pas mis par exemple Eric, c'est un comique français d'Eric et Ramsey, je l'ai pas mis alors qu'il est, je crois, métis antillais autrichien. Et moi j'ai trouvé ça, et sa justification, il dit parce que j'ai demandé à des amis s'ils le considéraient comme noir, et ils ont répondu non. Et moi j'ai trouvé ça tellement discriminant, parce que imaginons que lui se considère comme noir, quelqu'un l'exclut des noirs. Après, dans mes réflexions autour du livre et sur cette définition, j'ai remarqué que la définition de noir, alors qui est une construction sociale, je suis tout à fait d'accord, c'est une construction sociale qui englobe. C'est-à-dire un métis est noir. Il n'est plus blanc. Barack Obama, j'ai jamais entendu parler du président blanc. Pourtant, c'est un métis blanc, noir, et on aurait pu dire le président blanc, et j'ai toujours entendu le président noir. Alors, ce que je me suis dit, c'est qu'à partir du moment où il y a un métissage avec un noir, on est exclu de la communauté des blancs. C'est quand même assez... Bon, c'est une problématique qu'il faudrait développer dans un autre livre. Mais c'est assez incroyable de dire que la communauté blanc exclut à partir du moment où il y a un métissage. Alors que la communauté noire inclut de manière très large. Je ne sais plus c'était qui, la fille de Lenny Kravitz, qui est blonde aux yeux bleus, je crois, qui disait qu'elle était noire et qu'elle est considérée comme noire, etc. Et à partir du moment où elle se considère comme noire, moi je suis pas là pour aller, je vais pas faire des problèmes de psychologie aux personnes, mais je suis pas là pour juger les gens. Et si on se considère comme noir, bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Moi c'est Youssouf Karambé, je suis maître assistant. C'est de réagir, si mon frère ivoirien me le permet, la question du noir. Parce que tout n'est pas négatif dans le noir, parce que moi j'ai travaillé sur la jeunesse et les gens, pour ne pas vieillir, qu'on aimerait à ce que les cheveux soient noirs. Et les cheveux sont au-dessus de tous les autres organes de l'être humain. Donc je pense que le noir est plutôt recherché, et puis on cherche à conserver ce noir. Les gens d'ailleurs ils vont peindre leurs cheveux pour que ça soit noir. Donc ce n'est pas toujours négatif, c'est d'ailleurs recherché. Le troisième point, c'était une question à celui qui a fait l'exposé. Excusez-moi si je venais en retard et peut-être je pose une question idiote, si c'est le cas, excusez-moi. Et le titre m'a un peu intrigué, Noir entre peinture et histoire. Et comme je suis anthropologue, pour moi, l'histoire même se définit par ce qu'elle est une peinture de l'humain. L'histoire, toute l'histoire, c'est une peinture de l'être humain. C'est une histoire qui est faite d'objets, de paroles, de dessins. Maintenant, en quoi, dans votre peinture, quelle est la partie de l'histoire qui est la peinture humaine globale?
quelle est la part de votre peinture? Quel est l'aspect qui vous concerne le plus? Vous avez parlé de l'art, mais je voulais que vous parliez davantage, parce que pour moi, l'histoire, c'est la peinture humaine. Merci. Alors l'histoire, c'est bien sûr, c'est un prisme. Et comme je disais tout à l'heure, j'écris moi en tant que franco-français, avec des origines sénégalaises, j'ai 36 ans, j'ai grandi en France. Voilà, c'est ça, c'est moi, c'est cette personne-là qui a écrit ce livre. Et c'est pas la même chose quand c'est une personne de 70 ans qui est suédoise, etc. Donc en fonction d'où on est, de qui on est, on lit l'histoire et on lui fait dire aussi ce qu'on veut. Et je pense que ce livre, il s'inscrit aussi dans ce que je disais tout à l'heure, une nouvelle historiographie un petit peu. Et bon, ça a été un petit peu aux États-Unis, ils appellent ça History from Below. C'est voilà l'histoire qui va du bas vers le haut. C'est partir des personnes et remonter l'histoire au lieu de partir des grands, je sais pas, des traités de guerre et et d'en déduire tout ce qui se passe dans les terrains. C'est pas comme ça qu'aujourd'hui, moi j'aborde l'histoire. C'est plutôt partir des terrains et de remonter peut-être jusqu'au traité. Et à chaque fois, ces personnages m'ont permis de remonter jusqu'à des guerres napoléoniennes, guerres indonésiennes, etc. Et alors aussi des histoires d'amour assez fantastiques de cet homme avec cette femme blanche en Prusse. Et l'histoire est juste incroyable. Quand on a retrouvé les descendants de cet homme-là, ils les ont retrouvés en Allemagne 170 ans après. Et ce sont des personnes blanches. Ce sont des Allemands blancs. Et on leur dit, donc en plus ça a été filmé, on leur dit, mais vous savez qu'on a retrouvé une peinture et qu'en fait ce sont vos ancêtres. Et il dit, mais c'est incroyable. Et il pleure. Et il dit, mais ma grand-mère me racontait une histoire comme ça, mais nous on disait qu'elle était folle. Et bien si, votre grand-père, votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, en 1827, si je ne me trompe pas, il a été offert par le vice-prince d'Égypte, Mehmet, au fils, enfin au prince de Prusse. En cadeau. C'est un cadeau diplomatique. Il avait 7 ans, il a été offert. Et donc votre arrière-arrière-arrière-grand-père, votre ascendant, votre aïeux, il a grandi en Prusse et il a eu des enfants métis jusqu'à vous aujourd'hui. Il fait waouh. Et c'est en ça que quand moi je lis cette histoire, ça me touche. Et c'est aussi parce que je suis noir, je me considère comme noir et je suis considéré certainement par beaucoup comme noir, que quand j'aborde et que je m'approche d'une toile, je la regarde avec ce regard. Et c'est important aujourd'hui que nous tous, on ait cette place dans l'histoire et que c'est à nous de nous la faire et de nous la donner. On parlait des femmes tout à l'heure et du féminisme, et c'est parce qu'il y a eu des mouvements féministes, dès la Révolution, mais bon, en tout cas prégnants au XXe siècle, qu'aujourd'hui on a beaucoup d'histoires des femmes. Parce que ce sont les femmes qui se sont penchées dessus. Avant, on ne s'intéressait pas à eux, parce que les historiens étaient des hommes. Et ne s'intéressaient pas au regard des femmes. Et à chaque fois, les femmes disaient, mais tiens, qu'est-ce qu'elles ont fait les femmes à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Et on découvre qu'elles étaient là, qu'elles ont existé, et qu'elles ont été la moitié de l'humanité. C'est Fatoumata Soufontera, auteur du livre Le Phénix renaît de ses cendres. Donc je remercie M. Ndoye, dont l'œuvre est vraiment à remercier, il est vraiment à féliciter. Parce qu'à première vue, on voit qu'il est à cheval entre deux mondes déjà, deux civilisations, et qu'il a opté pour le bord noir. Donc ça, c'est une fierté pour nous, parce qu'on voit qu'il est à cheval entre deux civilisations, deux mondes, et il porte le noir à cœur. Et là, je lui tire chapeau pour ça, parce que c'est pas évident. Quand on va en France, il y a beaucoup de couples métis, d'enfants métis quand même qui optent pour le côté blanc, le côté européen. Mais je vois que lui, il a beaucoup de choses à raconter sur le black, le noir, qu'il a vraiment jusqu'à écrire un livre entre la peinture et l'art. D'ailleurs, je voulais lui poser la question, la peinture en fait, parce que je vois que le livre est vraiment axé sur la peinture. En Europe, par exemple, on voit que Picasso, le tableau de Picasso, par exemple, vraiment c'est un grand peintre européen. Il y a aussi la Joconde, qui est vraiment mondialement connue. Je vais dire qu'il y a vraiment des grands peintres européens qui sont reconnus à un niveau mondial. Et je vais dire pourquoi on ne fait pas connaître le black sur ce point-là. C'est-à-dire les grands peintres noirs. Parce qu'il y en a, comme le cas de M. Ousmane Sow du Sénégal, qui fait vraiment de grandes œuvres. Donc j'aurais voulu que les Africains aussi soient reconnus à ce niveau, parce que la peinture, c'est la couleur. Et la couleur est vraiment, je reconnais que la couleur, c'est comme un kaléidoscope, c'est vraiment noir.
la peinture appartient aux Noirs. Je ne sais pas, hein, si je dis plus là, si j'exagère, sinon je veux dire que la couleur quand même, elle a une connotation africaine. Parce que le noir, c'est vraiment la couleur. Voilà. Donc, et c'est la couleur aussi, les tableaux symbolisent comment dire, c'est comme un kaléidoscope. Je le compare plutôt à un kaléidoscope. Donc, avec plusieurs couleurs. Et ça a une connotation comment dire, de multiplicité, de melting pot, quoi. C'est un mélange. Et c'est ça qui fait vraiment la couleur, c'est ça qui fait l'originalité d'un Africain. Je vous remercie pour votre œuvre. Hein. Félicitations. Alors, merci. Merci beaucoup. Alors, le travail sur des peintres noirs, c'est un tout autre travail. Je pense que quelqu'un va le faire, il faut absolument le faire. C'est une anthologie qui mérite d'exister aussi. Alors, dans tout mon livre, il y a 300 peintures et il y en a qui sont représentées par un peintre noir, espagnol noir, qui était le domestique, on va le dire comme ça, de Velázquez, qui s'appelait Juan de Parera, et qui en fait préparait les couleurs et préparait les toiles pour son maître, pour Velázquez, quand même l'un des plus importants peintres espagnols, et qui, en cachette, s'est mis à peindre. Et certaines des toiles de Velázquez, aujourd'hui, on a des doutes sur qui les a réalisées. Est-ce que c'est vraiment Velázquez ou est-ce que c'est Juan de Parera, son domestique? Et lui, après, il est devenu aussi un grand peintre. Après, pour d'autres peintres noirs en Europe, non, il n'y en avait pas forcément. Il y en a eu bien après, au XXe siècle, mais là, il n'y en avait pas sur la période qui m'intéressait et qui pouvait me faire parler de l'histoire. Mais je pense que c'est intéressant, oui, d'avoir peut-être une anthologie un jour sur les artistes africains qui peignent depuis un moment aussi. Là, c'est une question aussi historique. C'était il y a 500 ans. Donc après, en Afrique, il n'y avait pas aussi la toile. Par exemple, c'est la toile qui a permis aujourd'hui d'avoir des œuvres qui soient exposées dans les musées. Avant, c'était des tempéras sur bois, notamment. C'était une autre peinture qui n'était pas la peinture à l'huile, qui ne restait pas, qui ne durait pas aussi longtemps, qui ne pouvait pas passer les siècles. Et donc, on n'a pas d'œuvres majeures comme ça qui datent de très longtemps. On a les fresques pariétales sur les parois, notamment, je pense qu'il y en a dans le nord du Mali, et en Mauritanie, en Algérie, etc., dans le Sahara. Mais voilà, c'est pas du tout la même peinture, c'est pas du tout la même portée artistique non plus. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Aminatou Traoré, je suis médecin. J'ai aimé quand vous avez dit que la réaction que vous avez eue à la déclaration du président. Waouh, c'est bien si tout le monde faisait comme ça au lieu de ressentir la colère. Au fait, c'est à nous de nous revaloriser en tant que Noirs. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tant qu'être de couleurs différentes. Et en plus de ça, il faut que nous, Noirs, on ait une lecture positive de nous-mêmes. Et la colère que nous pouvons ressentir autour des discriminations, moi je pense que souvent, il y a des colères qui légitimisent ce que les autres disent de nous, en fait. Parce que nous prenons tellement ça, au fait, c'est un autre être humain qui le dit ou bien qui le fait, pourquoi nous devons prendre tout ça en considération? Souvent, ce sont des questions que je me pose. Maintenant, j'ai une question pour vous. Pour la valorisation du noir, je dirais même la révalorisation parce que nous avons toujours eu de la valeur, quel est le message clé propre que vous nous dites, c'est-à-dire à travers votre voyage, à travers tout ce que... Quel est ce comportement individuel de chacun, selon vous, qui peut nous amener à nous valoriser chaque jour? Et moi, je pense que le message de ce livre, le sens, c'est vraiment de sortir de ce carcan un petit peu de dominant-dominé. On a toujours ce rapport dominant-dominé. Et moi, j'ai pas envie d'être ni un dominant, peut-être. J'ai pas envie d'être un dominant, mais j'ai pas envie d'être un dominé non plus. Et je veux vraiment qu'on mette l'homme noir, africain, européen, ce qu'on veut, sur le même piédestal, sur un pied d'égalité, et vraiment sortir de cette... voilà. Il n'y a pas d'être dominé en Afrique, il y a des êtres humains, comme dans tous les autres continents. Voilà le message de ce livre, et s'il y avait quelque chose à dire. Merci. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous êtes... toujours à bord du train littéraire sur la radio Joliba 105.0 avec notre auteur à bord. Le train arrive presque à destination pour
pour ce voyage et sachez que chaque train n'est qu'une escale parce que l'aventure continue toujours. Permettez-moi tout simplement de rappeler en termes de distanciation littéraire, en plus de l'œuvre donnée par l'auteur lui-même, Verneuil, qui nous a parlé des Noirs dans le cinéma français. Moi, je vous inviterai aussi à aller voir un livre du footballeur Liliane Castelou, Mes étoiles noires, de Lucie à Barack Obama. Je vous inviterai également à revoir un poème de Langston Hughes, Moi aussi, je suis l'Amérique. Parce qu'en lisant ces livres-là, c'est ce que je me suis dit, mais donc, moi aussi, je suis le monde. Le noir aussi, c'est le monde. Et ce qui est vraiment frappant dans ce livre-là, c'est que nous avons beaucoup de figures noires méconnues. Nous en trouvons beaucoup d'exemples dans ces livres-là. Des grandes figures noires méconnues, des noirs oubliés par l'histoire, peut-être à souhait, qui sait. De toutes les façons, si nous-mêmes nous nous permettions d'aller à la rencontre de ces figures-là, ne serait-ce qu'à travers ces livres-là, qui est plutôt une invitation à ce voyage-là, une invitation à cette quête, à cette recherche sur notre propre identité, et pour reprendre une de ces expressions, au nom de notre dignité retrouvée. Monsieur Verneuil, avez-vous un dernier mot pour le public? Vraiment, juste merci, vraiment, ça me fait vraiment très plaisir d'être au Mali. C'est ma première fois au Mali. Pourtant, j'ai été des dizaines de fois de l'autre côté au Sénégal, mais je ne suis jamais venu au Mali. Et je suis très content d'être là, de découvrir ce pays, ce peuple. Et puis que vous soyez là ce soir, c'est très encourageant pour tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que vous avez le train littéraire tous les derniers jeudis du mois et l'aventure continue. Merci à vous d'être venus à l'enregistrement. Merci à vous de nous suivre depuis la radio Djoliba et mettant sur les 105.0. Train littéraire.